Parfois, on a l'impression que la vie est devenue un vrai désordre. Les tâches s'accumulent, les pensées tournent sans arrêt dans la tête, les émotions pèsent et les attentes semblent nous écraser. Dans ce tourbillon, on ressent un étouffement, comme si le contrôle avait glissé de nos mains. Et tu sais quoi? Ça ne veut pas dire faiblesse, encore moins défaite. En réalité, c'est juste un signal. Un appel discret du corps et de l'esprit qui dit « Hé, il est temps de faire une pause, respirer à fond et remettre la route en ordre. » Quand tu vois ce moment non pas comme une fin, mais comme un tournant, tout commence à se transformer. C'est là que le stoïcisme devient une boussole fiable. Mettre de l'ordre dans sa vie, ce n'est pas seulement remplir un agenda bien décoré ou ranger des tiroirs. C'est bien plus profond. C'est réajuster l'intérieur. C'est choisir, avec lucidité et liberté, qui tu veux devenir et quel rôle tu veux jouer dans ce monde. Ce n'est pas se charger d'exigences, mais chercher de la clarté. Car quand tu comprends ce qui compte vraiment, les petits tracas perdent leur force et tu gagnes la solidité pour traverser les jours agités. Imagine que ta vie soit une maison. Ça ne sert à rien de balayer juste la poussière visible du salon si les pièces intérieures restent en désordre. Le stoïcisme apprend à regarder dedans et à remettre chaque endroit en place. Émotions, pensées, choix et gestes. Et ça ne se fait pas en courant, mais avec méthode, constance et courage. Beaucoup pensent que la clarté vient de la motivation. Mais la vérité, c'est que la motivation trompe. Elle souffle puis disparaît comme le vent. Ce qui soutient vraiment, c'est la discipline et la décision ferme de rester sur la voie. C'est se lever et dire « Aujourd'hui, je ne serai pas esclave du chaos. Aujourd'hui, je vais diriger mes pas. » C'est pourquoi je veux te montrer 9 pratiques stoïciennes qui ne restent pas dans les livres. Ce sont des méthodes simples et concrètes que tu peux mettre en place chaque jour, sans rien d'autre qu'un peu de présence et de volonté. Elles ont le pouvoir de changer non seulement ta façon de penser, mais aussi ta manière de réagir, de travailler, de t'attacher aux autres et de bâtir ton chemin. Avant d'y plonger, réfléchis. Combien de fois t'es-tu déjà entendu dire « Un jour, je vais changer. Un jour, je commence à m'organiser. Un jour, je prends soin de moi. Un jour, j'arrête de me perdre dans les distractions. » Ce « un jour » n'arrive jamais seul. Il doit être appelé. Et peut-être qu'aujourd'hui est exactement ce moment. Si tu sens que c'est le tournant que tu attendais, écris en commentaire. Aujourd'hui, je mets ma vie en ordre comme un stoïcien. Ne l'écris pas comme une phrase au hasard, mais comme une promesse intime, un pacte discret avec toi-même, le symbole de quelqu'un qui en a assez de vivre dans le désordre et qui a décidé de reprendre le volant de sa route. Souviens-toi, peu importe à quel point le décor est en désordre maintenant, toute maison peut être rangée, toute route peut être corrigée et tout cœur peut retrouver le calme. La vraie différence, c'est la décision de faire le premier pas. Et avant de commencer, je te demande une seule chose. Mets un j'aime à ce contenu. Partage-le avec quelqu'un que tu sais perdu dans le chaos et abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines réflexions. Ainsi, ce message atteindra d'autres personnes qui, comme toi, cherchent clarté et force pour remettre leur vie en ordre. Maintenant, prépare-toi. Parce que les mots qui viennent ne sont pas de jolies phrases pour faire joli. Ce sont des appels concrets pour changer ta routine, enlever le superflu et renforcer ce qui est essentiel. Stratégie 1. Choisis d'être maître de toi-même, pas prisonnier des habitudes. As-tu déjà remarqué combien de choses dirigent tes journées sans que tu t'en rendes compte? Tu crois être aux commandes, mais si tu regardes bien, tu verras que beaucoup d'actions ne viennent pas d'un choix réfléchi. C'est comme conduire la voiture de ta vie et découvrir soudain que le volant tourne tout seul, t'envoyant vers un chemin que tu n'as jamais voulu prendre. C'est ce qui arrive quand une habitude commence à te diriger. Pas besoin que ce soit énorme pour voler ta liberté. Ça peut se cacher dans de petits gestes en apparence normaux. Attraper le téléphone encore couché avant même de se brosser les dents. Ressentir le besoin de sucrer après le repas sans vraie faim. Ou ouvrir une bière chaque soir jusqu'à croire qu'il est impossible de passer un seul jour sans. Ces petites répétitions, quand on ne les surveille pas, deviennent des chaînes invisibles.
elles ne frappent pas à ta porte en criant « Je suis une dépendance ». Elles arrivent déguisées en routine jusqu'au jour où tu réalises que tu n'arrives plus à t'en passer. Le physicien Richard Feynman a vécu une scène de ce genre. En plein après-midi, il a senti un besoin incontrôlable de boire. Il n'était pas dépendant, mais l'impression de ne plus être aux commandes l'a effrayé. À ce moment, il a compris que l'alcool essayait de prendre plus de place qu'il n'était prêt à donner. Avec cette lucidité, il a décidé d'arrêter. Pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il voulait rester pilote de sa propre vie. Un autre exemple marquant est celui de l'ancien président américain Dwight Eisenhower. Il fumait sans retenue, 4 paquets par jour, jusqu'au jour où il a fait une crise cardiaque. Le médecin a été clair, soit il arrêtait, soit le prix serait trop lourd. Eisenhower n'a pas demandé de délai, ni inventé d'excuses. Sa réponse a été brève et ferme. « Je me suis donné l'ordre d'arrêter. » Et il l'a fait. Ce n'était pas un miracle, pas une volonté surhumaine. C'était la lucidité de celui qui comprend que, s'il ne décide pas, l'habitude décide pour lui. Les stoïciens rappelaient toujours ceci. Le vrai pouvoir, c'est savoir dire non. Celui qui n'arrive pas à dire non à ce qui lui fait du mal n'est pas vraiment maître de sa vie. Dans ce cas, c'est l'habitude qui tient le volant. Et voilà le point. Les dépendances ne sont pas seulement dans des choses connues comme la cigarette, l'alcool, la drogue ou les jeux. Elles se cachent aussi dans de petites répétitions discrètes, celles qui paraissent sans danger, mais qui en vérité volent notre temps, notre attention et notre énergie. Ce sont des manies qui grignotent ta liberté doucement. Regarde en toi et demande-toi de quoi tu penses avoir besoin pour te sentir bien. Le café serré dès le matin, le portable avant de dormir, le dessert après le repas. Maintenant, imagine que tu puisses choisir de le faire ou pas sans manquer de rien. C'est ça la différence entre liberté et prison. La liberté, ce n'est pas ne jamais boire de café ou ne jamais utiliser de téléphone. La liberté, c'est pouvoir le faire sans en être dépendant. Le chemin, ce n'est pas tout jeter d'un coup. Ça finit presque toujours en frustration. Le vrai secret, c'est de reprendre le contrôle, petit à petit. Choisis seulement une habitude que tu sens avoir pris la main et fais un test de 7 jours. Si tu n'arrives pas à commencer la journée sans café, réduis à une demi-tasse et regarde comment tu te sens. Si c'est le portable, laisse-le charger dans une autre pièce pendant que tu dors et vois comme tu te réveilles l'esprit plus léger. Si c'est passer ton temps à défiler sur les réseaux, règle une alarme ou mets une limite dans l'appli. Ce n'est pas pour te punir, mais pour montrer à ton esprit qui commande. Une autre façon de t'observer, c'est de changer la question « Qu'est-ce que je dois faire pour aller bien ?» par « Qu'est-ce que je peux arrêter de faire pour être libre ?» Ça inverse la logique, parce que souvent, ce qui nous épuise n'est pas ce qui manque, mais ce qui déborde. Trop de distractions, trop de petites concessions, ce « encore 5 minutes » qui deviennent une heure perdue. Voilà une réflexion pratique. Commence ta journée en choisissant un non conscient. Ça peut être non au sucre, non au ragot, non à la notification inutile. Ce petit non est l'entraînement pour les grands non que tu devras donner dans des situations sérieuses. C'est comme muscler ton corps. Plus tu pratiques, plus ça se renforce. Les stoïciens ont toujours dit que la vraie liberté naît en toi. Épictète disait « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Cette phrase, même ancienne, colle parfaitement à aujourd'hui. Car dans le monde actuel, où tout est fait pour voler ton attention, être maître de soi est devenu un vrai courage. Alors, regarde ta vie et réponds, tu vis comme maître ou comme prisonnier? Tu conduis ta voiture ou tu es juste passager, emmené par les mains invisibles des habitudes et des envies? La décision, c'est la tienne, le pouvoir aussi. Et n'oublie pas, la liberté ne s'obtient pas dans un seul grand geste héroïque, mais dans de petits choix répétés chaque jour. Chaque fois que tu prouves à toi-même que tu peux vivre sans dépendre de quelque chose, tu deviens plus fort. Chaque fois que tu casses une chaîne invisible, la route s'ouvre davantage. La stratégie stoïcienne ici est simple et directe. Ce n'est pas lâcher tout d'un coup, mais goûter au contrôle par petites doses. Aujourd'hui, ça peut être réduire le café. Demain, couper le portable 1 heure avant de dormir.
Après, remplacer le besoin de sucre par un fruit. Chaque pas te rapproche de toi-même. Et tu verras qu'un jour, l'idée de passer sans ce qui semblait vital ne t'effraiera plus. Tu regarderas en arrière et tu riras de voir à quel point tu étais attaché à de si petites chaînes. Parce que la vraie liberté, c'est ça. Pouvoir choisir sans sentir que tu es enfermé. Stratégie 2. Ne laisse pas ton énergie coincée. As-tu déjà senti ce poids bizarre d'être entouré de plein de choses et en même temps de ressentir un vide immense dedans? Comme si le monde autour de toi était en désordre, lourd et confus, et que ça pompait ton énergie, ton moral et même ta concentration. C'est comme si le bazar dehors se transformait en bazar dedans. Pense à ton armoire. Elle est remplie de vêtements que tu n'as pas mis depuis des mois, voire des années. Chaque fois que tu ouvres la porte, tu vois quoi? Un mélange d'affaires empilées, de habits froissés, de cintres bloqués sans raison. Rien qu'à regarder, tu te sens fatigué. Ce désordre extérieur, peu à peu, finit par se refléter à l'intérieur. Ton esprit devient plus lourd, plus lent, plus épuisé. Maintenant, ferme les yeux et imagine cette même armoire rangée. Peu d'habits, mais tous choisis avec soin. Chaque pièce sert, chaque pièce a du sens. Toutes vont bien avec la personne que tu es aujourd'hui. Rien qu'en penser, tu ressens déjà un souffle de légèreté, de calme, de clarté. La différence saute aux yeux. Quand l'espace dehors respire, ton esprit respire aussi. Et le souci d'accumuler, ce n'est pas seulement le manque de place physique. Le pire, c'est le poids invisible que ça met sur ton esprit et ton énergie. C'est comme porter un sac rempli de pierres sur ton dos. Tu avances, mais chaque pas devient plus dur. Des recherches l'ont déjà montré clairement. Une étude de l'Université de Californie a prouvé que les environnements en désordre augmentent le niveau de cortisol, l'hormone du stress. En d'autres mots, plus tu accumules de bazar, plus ton cerveau comprend que tu es en danger, en alerte, fatigué et surchargé. Ce n'est pas exagéré. Ta santé mentale et même ton corps souffrent quand tu vis au milieu de trop-plein et de désordre. Épictète, un des grands maîtres du stoïcisme, disait « Un homme ne peut perdre que ce qu'il possède ». Ça paraît simple, mais c'est profond. Le poids le plus lourd n'est pas dans la perte en elle-même, mais dans la peur constante de perdre. Cette peur vient de l'attachement, de l'illusion que tu as besoin de tout ça pour avoir de la valeur, pour te sentir important, pour te sentir en sécurité. Mais arrête-toi et pense honnêtement, si demain tu perdais la moitié de ce que tu as gardé, ta vie serait-elle vraiment pire? Ou tu aurais seulement moins de bazar à gérer? Cet attachement agit comme un sac rempli de pierres. Tu marches quand même, mais chaque pas demande un effort énorme. Et plus tu en portes, moins il te reste d'énergie pour regarder la route ou profiter du paysage. Ce poids inutile vole non seulement de la place, mais aussi la joie de vivre. Et ce n'est pas seulement des choses matérielles. Souvent, ce qui pèse le plus, c'est un tiroir émotionnel. Des relations déjà finies, mais que tu gardes par habitude. Des promesses anciennes qui n'ont plus de sens. Des identités laissées dans le passé, mais que tu tiens encore, même en sachant qu'elles ne collent plus avec qui tu es devenu. Ces attachements bloquent aussi ton énergie et t'empêchent d'avancer. Le minimalisme, ici, ce n'est pas vivre avec le minimum d'objets. Ce n'est pas tout jeter et garder seulement l'essentiel. Le minimalisme, c'est vivre avec ce qui a du sens. C'est choisir la clarté au lieu de l'excès. C'est libérer de l'espace pour que ce qui compte vraiment trouve sa place. C'est laisser partir ce qui ne sert plus pour accueillir ce qui peut faire une vraie différence. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Ça peut être simple. Prends un sac, choisis juste un tiroir, une étagère ou un coin de ta maison et pose-toi une question sincère. Est-ce que ça me représente encore ou est-ce que ça prend juste de la place? Si la réponse est non, libère-toi. Donne, recycle, vends ou même remercie et jette. Le geste de lâcher n'est pas une perte, c'est un gain d'espace, d'énergie et de légèreté. Et ne t'arrête pas aux choses matérielles. Demande-toi aussi, quel souvenir est-ce que je garde et qui ne fait que me faire mal? Ou, quelle idée de moi-même je répète encore, mais qui ne correspond plus à qui je suis aujourd'hui? Ces questions, quand on y répond vraiment, nettoient non seulement ta maison, mais aussi ton esprit et ton cœur.
Pour rendre ça encore plus concret, voici un exercice que tu peux commencer dès aujourd'hui. Prends un sac ou une boîte. Va dans une pièce de ta maison et choisis 3 objets que tu n'utilises plus. Demande-toi s'ils ont encore une utilité ou s'ils prennent juste de la place. S'ils ne servent plus, décide, donne, vend, recycle ou jette. Fais ça tous les jours pendant une semaine. À la fin, tu auras libéré au moins 21 objets. Ça paraît peu, mais la différence est énorme. Parce que chaque objet en moins, c'est un morceau d'énergie qui revient vers toi. Et voici un conseil en plus. Chaque fois que tu enlèves quelque chose, mets à la place une intention. Par exemple, en vidant ton bureau, décide qu'il sera ton espace de clarté et de productivité. En rangeant le tiroir de ta chambre, choisis d'y laisser seulement des choses qui te font du bien. Ces petits symboles rappellent à ton esprit que tu reprends le contrôle. Le plus important, c'est de comprendre que libérer de l'espace n'est pas vider pour vider. C'est créer de la place pour ce qui a vraiment de la valeur. C'est donner la chance de vivre avec moins de poids et plus de but. Et si ce message a résonné pour toi, écris en commentaire. Aujourd'hui, je choisis de faire de la place dans ma vie. Cette phrase n'est pas juste un commentaire, c'est un engagement public avec toi-même. C'est comme un rappel pour ton esprit que le moment est venu de lâcher ce qui ne sert plus et d'ouvrir la porte à ce qui compte vraiment. Parce que quand tu lâches le superflu, ton esprit respire, ton corps se détend et ton énergie recommence à circuler. Tu redécouvres que tu peux avancer avec moins de bagages et beaucoup plus de liberté. Stratégie 3. Apprends à lâcher la rancune et à pardonner. Garder du ressentiment, c'est comme tenir une braise brûlante en croyant qu'un jour, elle va brûler la personne qui t'a blessé. Au début, tu penses que ce sentiment va te protéger, que nourrir la douleur va te donner une sorte de force ou un sens de justice. Mais en réalité, le seul brûlé, c'est toi. Chaque fois que le souvenir amer revient, chaque fois qu'apparaît l'idée de vengeance ou de « un jour il paiera », c'est comme si tu serrais encore plus fort ce charbon chaud dans tes mains. Le feu n'atteint pas l'autre, mais consume ta peau, abîme ta paix, use ton cœur et vole ton énergie. Avec le temps, tes mains sont tellement blessées qu'elles n'arrivent même plus à tenir ce qui est bon. Et le pire, c'est que cette prison n'a ni barreaux ni chaînes de fer. Elle est construite à l'intérieur, dans ton esprit et dans ton cœur. Et pourtant, tu vis comme si tu étais enfermé par la faute de quelqu'un d'autre. C'est une illusion douloureuse. Tu crois punir celui qui a fait du tort. Mais en vérité, c'est toi qui restes attaché au passé. Pardonner, ce n'est pas excuser des gestes injustes. Ce n'est pas dire que ce qui est arrivé était juste, ni faire semblant que rien ne s'est passé. Ça ne veut pas dire non plus que tu dois garder un lien avec celui qui t'a blessé. Le pardon n'est pas pour l'autre, il est pour toi. C'est juste lâcher le charbon. C'est arrêter de te brûler en pensant brûler l'autre. C'est choisir de te libérer d'un poids qui ne mérite plus d'être porté. Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, disait « La meilleure vengeance, c'est de ne pas ressembler à ton ennemi ». Cette phrase est puissante parce qu'elle montre que, quand tu pardonnes, tu n'enlèves pas la responsabilité de l'autre, mais tu te débarrasses du poison émotionnel que la rancune a mis en toi. Moi aussi, j'ai vécu ça. Il y a des années, j'ai eu un gros conflit avec une personne que je considérais presque comme un frère. Je me suis senti trahi, et la douleur était si forte que j'ai commencé à traîner ce ressentiment partout. Je me réveillais en pensant à ce qui s'était passé. Je m'endormais en ressassant les scènes, et chaque discussion avec des amis finissait par revenir sur cette blessure. C'était comme si j'avais une écharde plantée dans la poitrine, qui m'empêchait de trouver du repos. Après beaucoup de temps à souffrir avec cette rancune, j'ai compris qu'elle ne faisait que grandir. Alors, j'ai décidé d'essayer autre chose. J'ai pris mon téléphone, j'ai écrit un message sincère, j'ai demandé pardon pour ce que j'avais pu faire de mal et j'ai laissé ouverte la possibilité de parler calmement. Sa réponse a été froide, sur la défensive, distante, du genre qui aurait pu rallumer ma colère encore plus fort. Mais, à ma surprise, ce n'est pas ce qui s'est passé. À l'intérieur, quelque chose a changé. J'ai ressenti une légèreté que je n'avais plus depuis des années. Le poids est tombé parce que j'avais enfin fait ma part.
J'ai compris que je ne contrôle pas la réaction des autres, mais je contrôle ce que moi je fais. Et voilà une grande leçon. Garder de la rancune, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre tombe malade. Ça paraît te protéger, mais en réalité tu t'intoxiques toi-même chaque jour, une gorgée après l'autre. Le pardon, lui, agit comme un antidote. Il n'efface pas la cicatrice, mais il nettoie le venin qui te rongeait à l'intérieur. Souvent, les gens confondent pardon et réconciliation. Ce sont deux choses différentes. Tu peux pardonner sans reprendre contact. Tu peux pardonner sans redevenir ami, sans relation, sans proximité. Le pardon est une décision intime, un choix de ne plus porter la chaîne qui te retient à ce qui est déjà passé. Quand tu choisis de pardonner, même si l'autre n'accepte pas ou ne reconnaît pas sa faute, tu coupes la chaîne invisible qui t'accroche au passé. Et ça ne change pas ce qui est arrivé, mais ça change la manière dont tu avances dès maintenant. Le pardon n'efface pas l'histoire, mais il transforme le personnage principal, toi. Imagine la rancune comme un sac rempli de pierres. Chaque mauvais souvenir rajoute une pierre dedans. Plus tu le gardes, plus marcher devient difficile. Pardonner, c'est ouvrir le sac et jeter ces pierres. Tu peux encore te souvenir de ce qui s'est passé, mais le souvenir n'aura plus le même poids. Ce sera comme regarder une cicatrice qui ne fait plus mal. Dans la pratique, l'exercice d'aujourd'hui est simple, mais demande du courage. Arrête-toi quelques minutes et pense à quelqu'un que tu n'as pas encore réussi à pardonner. Ça peut être un proche, un ami, quelqu'un de la famille, ou même toi-même. Demande-toi, garder cette rancune m'aide ou me fait seulement du mal ? Ensuite, réfléchis à une action possible. Parfois, c'est écrire une lettre, même si tu ne l'envoies jamais. Parfois, c'est envoyer un message court. Parfois, c'est juste fermer les yeux et dire intérieurement « Je lâche cette douleur ». N'attends pas que ce soit facile. Pardonner n'est pas une clé magique qui tourne du jour au lendemain. C'est un processus, un entraînement. Mais chaque fois que tu choisis de relâcher un peu de la douleur, ta liberté grandit. Et rappelle-toi, tu ne contrôles pas la réaction de l'autre. Peut-être qu'il n'acceptera pas, peut-être qu'il n'admettra rien, peut-être qu'il ne répondra même pas. Peu importe. Ce qui compte, c'est que tu as décidé de ne plus être prisonnier d'émotions qui vident ton énergie. Tu as choisi de guérir. Alors, fais d'aujourd'hui une étape marquante. Écris en commentaire « Aujourd'hui, je choisis de lâcher le charbon ». Cette phrase est plus que des mots en l'air, c'est un engagement public avec toi-même. C'est comme un post-it collé sur ton miroir, pour te rappeler que la vie est trop courte pour être vécue en traînant des rancunes. Garder la douleur ne fait que t'enchaîner. Lâcher, c'est ce qui ouvre enfin le chemin pour avancer plus léger, plus libre et plus en paix. Stratégie 4. Deviens le gardien de ton esprit. Ce que tu laisses entrer dans ton monde est ce qui, forcément, va se refléter dans ta vie. Tu ne peux pas espérer des jours légers si ton esprit est plein de poids. C'est comme vouloir boire un verre d'eau claire où quelqu'un a laissé tomber quelques gouttes de boue. Peu importe si l'eau était propre avant, maintenant elle est déjà trouble. Beaucoup d'entre nous laissent leur esprit se polluer sans s'en rendre compte. On permet que des infos répétées, pleines de drames et de sensationnalisme, dominent nos matins. On suit sur les réseaux des profils qui ne montrent que comparaison, ostentation ou potin. On reste dans des groupes de messages où le sujet principal est plainte, dispute ou pessimisme. Tout ça, goutte après goutte, remplit notre esprit de déchets. Et la conséquence est évidente. Si tu te nourris chaque jour de négativité, de drame et de chaos, tu ne peux pas attendre que ta tête produise calme et sagesse. L'esprit fonctionne comme un jardin. Si tu ne sèmes que des mauvaises herbes, inutile d'espérer récolter des fleurs. Marc Aurèle, un des grands empereurs stoïciens, disait déjà « Si tu te mélanges au seau, n'espère pas que la sagesse reste en toi ». Ce qu'il voulait dire est clair, si tu t'entoures de mauvaises influences, inutile de croire que tu sortiras indemne. C'est comme essayer de garder un bateau à flot pendant que quelqu'un, en cachette, perce des trous dans la coque. Peu importe tes efforts, le bateau finira par couler. Pense aux dernières fois où tu es resté coincé à défiler des vidéos polémiques sur Internet. Tu as fini plus calme ou plus nerveux? Combien de fois as-tu regardé les infos et en es-tu sorti avec des solutions pratiques ou juste plus en colère, inquiet et tendu?
Souvent, l'information qu'on consomme n'apporte rien, elle vole seulement notre paix. Et voilà un point essentiel. Ça ne veut pas dire que tu dois vivre coupé du monde, sans rien savoir. Le problème n'est pas d'être informé, mais de se remplir d'infos inutiles, répétées et pleines de peur. C'est comme manger du fast-food tous les jours. Ça peut calmer la faim, mais ça affaiblit le corps. De la même manière, avaler de la négativité en continu fragilise l'esprit. Regarde autour de toi et pose-toi des questions sincères. Si quelqu'un t'appelle juste pour se plaindre de la vie, pourquoi tu réponds encore à chaque fois? Si un groupe WhatsApp n'est que plaintes, blagues méchantes ou critiques vides, pourquoi tu y restes encore? Si une page sur Internet ne publie que potin et vide autrui de façon toxique, pourquoi tu continues à la suivre et à donner ton attention? Ne te trompe pas. Chaque fois que tu t'exposes à ce genre de contenu, tu laisses des graines se planter dans ton jardin intérieur. Et ce qui pousse de ces graines, c'est angoisse, fatigue et confusion. Filtrer ce qui entre dans ton esprit, ce n'est pas être froid, c'est prendre soin de toi. C'est comme fermer la porte de ta maison pour empêcher des gens de venir tout déranger. Tu n'as pas besoin de te justifier en disant que tu protèges ta paix. Ceux qui t'aiment vraiment comprendront, et ceux qui ne comprennent pas n'ont pas à avoir autant accès à ton énergie. Tu veux de la clarté, de l'équilibre et de la motivation. Alors commence à fermer certaines portes. Coupe les profils négatifs. Quitte les groupes qui ne font que peser. Réduis le temps passé devant des infos qui cherchent juste le choc et remplace-les par ce qui nourrit vraiment. Un livre qui élargit ta vision, une discussion sincère avec quelqu'un qui t'inspire ou un moment en silence pour écouter tes propres pensées. Souviens-toi, si tu mets du déchet, c'est du déchet qui ressort. Mais l'inverse est vrai aussi. Si tu nourris ton esprit de bonnes idées, de bonnes références et de bonnes personnes, ce qui sortira de toi sera bon. C'est comme nourrir ton corps avec une nourriture saine. Vite, tu ressens plus d'énergie, plus de force et plus de clarté. L'esprit fonctionne de la même façon. Voici une pratique simple à commencer aujourd'hui. Pendant une semaine, choisis au moins 3 sources de négativité et coupe-les. Ça peut être un groupe de messages, un profil sur un réseau social, une chaîne d'infos, ou même cette personne qui appelle juste pour se plaindre. Fais le test et regarde comment ton énergie change. Tu verras qu'au lieu de te sentir perdu dans tout le bruit, tu commenceras à ressentir plus de calme, plus de concentration et plus de légèreté. Petit à petit, le silence et les bonnes influences prendront la place qui était occupée par la confusion. Un autre exercice pratique. Réserve 10 minutes par jour pour choisir consciemment ce que tu veux donner à ton esprit. Ça peut être écouter un podcast qui t'apprend quelque chose d'utile, lire quelques pages d'un livre qui t'inspire, écrire 3 choses positives de ta journée dans un carnet. Ces petits gestes sont comme arroser les bonnes plantes de ton jardin intérieur. Et rappelle-toi, être le gardien de ton esprit, ce n'est pas couper le contact avec le monde, mais choisir intelligemment ce qui mérite ou non ton attention. Quand tu prends ce rôle, tu découvres que tu as beaucoup plus de contrôle que tu pensais sur ta paix et ton énergie. Si tu es prêt à faire ce pas, écris en commentaire. Aujourd'hui, je choisis de nourrir ma paix. Ce n'est pas juste une phrase, c'est une décision. C'est le signe que tu en as assez de laisser des déchets occuper ta place intérieure et que tu as décidé d'ouvrir l'espace à ce qui te fait vraiment du bien. Parce qu'au bout du compte, la qualité de ta vie sera toujours le reflet de la qualité de ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Stratégie 5. Concentre-toi sur ce qui compte vraiment. Le monde dehors semble toujours vouloir capter ton attention. Des notifications qui arrivent sans arrêt, des messages à répondre, des appels auxquels tu dois revenir, des tâches de maison qui ne finissent jamais, des imprévus qui apparaissent et, pour couronner le tout, les réseaux qui clignotent sur l'écran comme un phare qui t'appelle sans cesse. Au milieu de tout ce vacarme, il y a quelque chose que presque personne ne voit, tes rêves silencieux. Ils restent là, à attendre patiemment, mais chaque jour ils semblent plus loin, parce que ton esprit reste occupé par des détails sans valeur, des broutilles et des soucis qui ne font avancer ta vie nulle part. Le stoïcisme avait déjà alerté sur ça il y a des siècles.
À l'époque, il n'y avait pas de téléphone, pas d'internet, pas d'appli ni de réseau, mais il y avait déjà les mêmes pressions, des obligations sociales sans fin, du travail qui prenait toute la journée et ce sentiment constant qu'il fallait tout assumer. Le trop-plein de tâches a toujours été un défi humain. Le vrai problème n'est pas le nombre de choses qui apparaissent, mais le manque de clarté sur ce qui est essentiel. Marc Aurèle avait l'habitude de se demander « est-ce que c'est essentiel ?» Et la plupart du temps, la réponse était non. La majorité de ce que nous faisons et disons pourrait disparaître sans aucune perte. Quand tu commences à enlever ce qui est inutile, tout ce qui est important devient plus clair, plus visible et plus simple à gérer. Faire moins ne veut pas dire paresse, mais intelligence. C'est comprendre que chaque « oui » donné à quelque chose sans valeur est en même temps un « non » pour ton énergie, ta paix et tes projets à long terme. Sénèque, un autre grand penseur stoïcien, disait que la course permanente n'est pas signe de productivité, mais d'agitation de l'esprit. Il comparait ça à des gens qui tournent en rond ou comme ceux qui marchent sur un tapis roulant. Ils dépensent de l'énergie, mais ne vont nulle part. Il semble qu'ils fassent beaucoup, mais quand ils regardent en arrière, ils voient qu'ils sont au même point qu'avant. Voici une question qui vaut de l'or. Avec tout ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce que tu construis vraiment ? Si tu observes les dernières semaines, tu verras que beaucoup d'engagements ont été acceptés juste par pression sociale. Combien de sorties, combien de services, combien de dépenses tu as fait uniquement pour plaire ou pour ne pas contrarier quelqu'un ? Maintenant, imagine que la moitié disparaisse. Est-ce que le monde sentirait un manque? Et toi, est-ce que tu sentirais un manque? Un exemple courant est celui de la personne qui rêve d'améliorer sa vie, mais reste coincée dans le cycle de la course et de la consommation. Elle travaille dur, fait des heures en plus, n'a presque pas le temps de se reposer. Pourtant, à la fin du mois, l'argent disparaît toujours, et ce n'est pas faute d'effort. Le problème, c'est l'absence de priorité. Elle change de téléphone par impulsion, même si l'ancien fonctionne très bien. Elle commande à manger plusieurs fois par semaine, parce qu'elle n'a plus l'énergie de cuisiner. Elle change de voiture sans nécessité, juste pour impressionner ou se sentir incluse. De petites décisions qui paraissent sans importance, mais qui ensemble épuisent, ce qui pourrait être investi dans quelque chose qui transformerait vraiment la vie. Une réserve d'urgence, une formation, un projet personnel ou même de vrais moments de repos. Quand il n'y a pas de clarté, tu échanges l'essentiel pour le superflu sans t'en rendre compte. Et au final, le résultat est la frustration. Beaucoup d'efforts, peu de progrès. Apprendre à dire non est une compétence clé pour celui qui veut se concentrer sur ce qui compte. Et ce non n'a pas besoin d'être dur ou rempli d'explications. Ça peut être simple. Non, merci. Rien que ça protège ton temps, ton attention et ton énergie. Et chaque fois que tu dis non à l'inutile, tu dis oui à ta vie. Cela vaut aussi pour l'usage du temps. Combien d'heures sont gaspillées devant un écran, à défiler sans but, à consommer des choses que tu n'auras même plus en tête après? Combien de conversations sans fin qui n'apportent rien prennent la place de réflexion, d'études ou même du silence dont ton esprit a besoin? Le focus sur l'essentiel ne concerne pas seulement les dépenses, mais aussi les distractions. Un exercice concret. Prends papier et stylo et fais 2 listes. Sur la première, écris tout ce qui occupe ton temps dans la semaine. Travail, famille, réseau, séries, engagement, études, soins personnels. Sur la seconde, écris ce qui est vraiment essentiel pour que ta vie avance. Santé, croissance, relations importantes, objectifs financiers. Ensuite, compare. Ce qui reste dans la première liste, mais pas dans la seconde, c'est exactement ce qui vole ton énergie sans retour. La pratique d'aujourd'hui est simple. Choisis 3 choses que tu fais ou 3 dépenses qui ne sont pas vraiment nécessaires. Pendant les 7 prochains jours, coupe-les de moitié. Si tu passes 2 heures par jour sur les réseaux, réduis à 1. Si tu commandes 4 fois par semaine, réduis à 2. Si tu achètes par impulsion chaque semaine, impose-toi une règle. Attendre 3 jours avant d'acheter. Au début, ça peut sembler bizarre. Tu auras l'impression de perdre quelque chose. Mais vite, tu comprendras l'inverse. Tu gagnes du temps, de la clarté et de l'énergie. Et quand ces résultats seront visibles, tu verras que faire moins
c'est en fait vivre plus. Le focus sur l'essentiel te rend ta vie. Il remet au centre ce qui compte. Ta santé, ton apprentissage, tes vraies relations, tes projets qui construisent l'avenir. Le reste n'est que bruit. Si tu veux appliquer cette leçon de manière concrète, écris en commentaire « Aujourd'hui, je choisis l'essentiel ». Cette phrase est un engagement avec toi-même, qu'à partir de maintenant, chaque choix sera fait avec plus de conscience. Souviens-toi, le monde essaiera toujours d'attirer ton attention. Mais tu as la possibilité de fermer ce qui n'a pas d'importance et d'écouter ce qui a vraiment de la valeur. Stratégie 6. Balaye la poussière invisible de ton esprit. As-tu déjà remarqué comme la journée met du poids sur toi petit à petit? Le matin, quand tu te lèves, tout paraît léger. Le corps est encore reposé, l'esprit clair, et tu sens que tu peux affronter ce qui arrive. Mais au fil des heures, c'est comme si on ajoutait des pierres dans un sac invisible. Les embouteillages, les pressions du boulot, ce malentendu avec quelqu'un, la pluie de messages sur le portable, le commentaire désagréable lu sur les réseaux, tout ça s'accumule, couche après couche, comme de la poussière qui colle à un meuble propre. Au début de la journée, tu es frais, mais le soir, tu sembles couvert d'une saleté émotionnelle que tu ne vois pas, mais que tu ressens. C'est la poussière mentale. Elle n'apparaît pas dans le miroir, mais elle est là dedans. Dans l'irritation sans cause, dans la fatigue qui ne passe pas, dans la difficulté à se concentrer et même dans l'insomnie qui arrive quand la tête ne se débranche pas. De la même façon que le sol de ta maison doit être balayé chaque jour pour ne pas accumuler de poussière, l'esprit a aussi besoin d'un nettoyage régulier. Inutile d'attendre que cette saleté disparaisse d'elle-même. Plus tu la laisses, plus elle s'accumule, plus elle devient lourde à gérer. Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, disait qu'il fallait laver la poussière de la vie terrestre. Il ne parlait pas du bain du corps, mais d'un soin plus profond. Nettoyer l'esprit des tensions, des frustrations, des comparaisons inutiles et de l'excès de soucis que le monde déverse sur nous chaque jour. Et si tu observes bien, tu as sûrement déjà ressenti ça. Tu connais cette sensation après une simple marche en fin d'après-midi, quand le vent touche ton visage et que tu rentres plus léger, comme si tu avais laissé une partie du poids sur le chemin? Ou ce moment où tu éteins ton téléphone pendant 1 heure, tu t'assois en silence et soudain, ton esprit devient plus clair. Ces petits gestes sont comme passer un chiffon humide sur la vitre de la conscience. Tout ce qui était flou redevient net. Les anciens savaient déjà l'importance de ça. Socrate se détendait en jouant de la musique et en partageant avec les enfants de l'époque. Sénèque appréciait des repas simples, sans excès, et de bonnes conversations qui nourrissaient l'âme au lieu d'épuiser l'énergie. Pour eux, ce genre de pratique n'était pas futile, mais un soin de l'esprit. Aujourd'hui, chacun de nous peut créer ses rituels de nettoyage mental à sa façon. Pour certains, c'est une séance de sport qui fait transpirer et vide la tête. Pour d'autres, c'est une prière sincère avant de dormir, une manière de remettre ses soucis dans les mains de quelque chose de plus grand. Certains trouvent la paix dans une longue douche après une journée lourde, laissant l'eau emporter non seulement la saleté du corps, mais aussi les restes de tension. Et il y a aussi ceux qui préfèrent une vraie discussion avec quelqu'un qui sait écouter sans juger et sans se presser. Ces pauses ne sont pas du luxe, ce sont comme aiguiser l'outil que tu utilises chaque jour, ton esprit. L'erreur est de croire que ce nettoyage n'arrive que lors de moments rares, comme des vacances, une retraite spirituelle ou un week-end isolé en pleine nature. Bien sûr que ça aide, mais si tu attends seulement ces occasions, tu vivras presque toujours surchargé. La vie ne cessera jamais de jeter de la poussière sur toi. C'est pourquoi le nettoyage doit être quotidien, simple et intégré à ta routine. Peu importe si c'est 5 minutes ou une demi-heure, ce qui compte, c'est la régularité. Alors, pose-toi cette question. Qu'est-ce qui, pour moi, ouvre les fenêtres de mon esprit? Peut-être le silence du matin quand tu bois ton café tranquillement. Peut-être un entraînement qui te fait transpirer et relâcher les tensions. Peut-être la lecture d'un bon livre qui sort ta tête du bruit du monde. Ou simplement t'asseoir seul, fermer les yeux et respirer profondément, sentir l'air entrer et sortir jusqu'à ce que la pression baisse. La forme n'a pas d'importance. Ce qui compte,
c'est d'avoir ce réflexe de nettoyer ton esprit chaque jour. Car sans ce soin régulier, même l'esprit le plus fort finit par se fissurer sous le poids accumulé. C'est comme une belle maison jamais balayée. Dehors, elle reste solide, mais dedans, la poussière et les toiles ternissent tout. Pour mettre ça en pratique, choisis un rituel simple qui s'adapte à ton quotidien. Ça peut être écrire dans un carnet 3 choses qui t'ont gêné et ensuite déchirer la feuille. Ça peut être mettre une musique douce et juste t'allonger en silence quelques minutes. Ça peut être marcher dans ton quartier sans téléphone, seulement en observant autour. Ou encore préparer ton repas tranquillement, transformant ce moment en un soin pour toi-même. L'important n'est pas la forme, mais l'engagement. La pratique d'aujourd'hui est celle-ci. Choisis un petit rituel de nettoyage mental et fais-le chaque jour, même 5 minutes. Ça paraît peu, mais la différence est énorme. En une semaine, tu sentiras plus de légèreté. En un mois, plus de clarté dans tes choix. En quelques mois, ta résistance au stress sera plus forte que jamais. Et si tu veux renforcer encore ce choix, écris en commentaire. Aujourd'hui, je nettoie mon esprit. Cette phrase n'est pas qu'un décor. C'est un rappel, un contrat avec toi-même pour arrêter de porter du poids inutile. Un esprit propre voit mieux, décide mieux et vit mieux. Quand la vision devient claire, le chemin aussi. Et tu découvres que la légèreté ne vient pas quand tout autour change, mais quand tu crées l'habitude de lâcher, balayer et renouveler ton intérieur chaque jour. Stratégie 7. Redécouvre la façon légère de regarder la vie. As-tu déjà remarqué comme une douche chaude, le soir, lave non seulement ton corps, mais aussi ta tête, ou comme une simple balade dehors, sans se presser, donne l'impression que le poids que tu portais a disparu, même si rien n'a changé dans ta routine. Ces moments sont comme des petits nettoyages invisibles qui retirent de ton esprit l'excès de tension, d'inquiétude et d'usure. Ce nettoyage va bien au-delà du physique. Il est émotionnel, mental, presque spirituel. C'est comme si, pendant quelques instants, le monde cessait d'être dur et que tu pouvais respirer vraiment. Le problème, c'est que la vie moderne nous enferme dans une roue étouffante. On se réveille et la première chose qu'on fait, c'est regarder le téléphone. Du téléphone, on plonge directement dans le travail, les délais et les demandes. Ensuite, viennent les embouteillages, le bruit, la course. Le soir, fatigué, on retourne au lit avec la tête encore branchée, défilant des notifications jusqu'à s'endormir. C'est une suite d'espaces fermés et bruyants qui efface peu à peu la sensation d'être vraiment vivant. Et c'est exactement pour ça qu'on sent souvent qu'il manque quelque chose, parce qu'il manque vraiment. Le cerveau humain n'a pas été créé pour passer tout son temps entouré d'écrans, d'alarmes, de klaxons et de murs. C'est comme essayer de respirer dans une pièce sans fenêtre, tu tiens un moment, mais vite tu manques d'air. Mais tout change quand tu brises ce cycle. Quand tu décides simplement de sortir marcher sans te presser, juste pour sentir le soleil toucher ta peau, le vent effleurer ton visage, le son des feuilles bouger avec la brise. Ce contact avec le simple nettoie l'esprit d'une façon qu'aucun réseau social, série ou appli n'arrive à faire. C'est comme si la nature avait sa propre manière de remettre en ordre nos pensées. Moi aussi, j'ai vécu ça. Je me rappelle d'un après-midi ordinaire où j'ai choisi de marcher sans but. Au début, ça paraissait juste une fuite de la routine. Mais après quelques minutes, j'ai commencé à remarquer des détails toujours présents, mais ignorés. Le chant des oiseaux, l'odeur de l'herbe fraîchement coupée, le bruit de l'eau qui coulait sur le trottoir après la pluie. C'était comme si le monde avait baissé le volume et que je pouvais enfin écouter ce qui compte. Quand je suis rentré, je n'étais plus le même que celui qui était sorti. J'étais plus léger, plus calme, plus centré. Les stoïciens parlaient beaucoup de l'importance de vivre en accord avec la nature. Pour eux, elle n'était pas juste un décor, mais un rappel constant de ce qui a vraiment de la valeur. Devant un arbre centenaire, une montagne, ou même le ciel étoilé, nos soucis rapetissent. Cette dispute qui prenait la tête, cette dette qui paraissait insupportable, cette décision qui semblait énorme, tout ça perd sa taille quand on regarde quelque chose de plus grand que soi. Et pas besoin d'aller dans une forêt lointaine ou sur une plage de rêve.
La beauté de la vie est déjà dans le simple qui nous entoure chaque jour. Elle est dans l'odeur du café qui vient d'être fait, dans le bruit régulier de la pluie contre la fenêtre, dans la chaleur du soleil à travers le rideau le matin, dans le sourire furtif d'un inconnu croisé dans la rue. Ce qui manque, la plupart du temps, ce n'est pas la beauté, mais notre regard pour la voir. La course nous vole cette sensibilité. Quand on est toujours pressé, on ne voit rien. Mais quand on ralentit, le monde ralentit avec nous. Et dans cet espace de calme naît la clarté. C'est dans ce silence qu'on réalise que la vie n'est pas faite seulement de factures, d'obligations et d'objectifs, mais aussi de petits instants capables de changer notre humeur et même notre destin. Sénèque disait « La vie est assez longue si tu sais comment la vivre ». Et bien vivre commence par ces instants de présence, en laissant l'esprit respirer, le corps sentir, les yeux observer. C'est créer de la place pour retrouver la légèreté de simplement exister. Un bon exercice est de commencer petit. Laisse ton téléphone à la maison et marche 15 minutes en observant le ciel, les maisons, les gens qui passent. Une autre façon est de donner 5 minutes à quelque chose de simple, mais fait avec toute ton attention. Préparer un repas calmement, arroser les plantes, écouter une musique les yeux fermés, savourer un café sans toucher au portable. Ces moments, si petits qu'ils paraissent, sont comme des points d'appui qui gardent l'équilibre de l'esprit. Une autre pratique utile est de créer des pauses dans la journée. Au milieu du travail, lève-toi, ouvre la fenêtre et regarde au loin. Respire profondément 3 fois. Ça paraît banal, mais c'est dans ces pauses que l'esprit trouve de l'espace pour se remettre en ordre. Tu n'as pas besoin d'attendre des vacances, des voyages ou des occasions spéciales pour te sentir léger. La légèreté est déjà dans le simple, dans le présent, dans ce qui t'entoure. Ce qui manque, ce n'est pas du temps, mais une décision. Décider de t'arrêter quelques minutes et laisser la vie être vraiment ressentie. Voilà pourquoi la pratique d'aujourd'hui est claire. Réserve au moins 5 minutes pour être entier dans quelque chose que tu aimes. Ça peut être écouter ta musique préférée, jouer avec tes enfants, t'occuper d'une plante, marcher tranquillement ou juste respirer en silence. L'essentiel est sans portable, sans distraction, sans hâte. Et si tu veux renforcer encore plus cet engagement, écris en commentaire. Aujourd'hui, je choisis de vivre ma vie avec légèreté. Cette phrase n'est pas un simple mot, mais un rappel que le poids du monde n'a pas à être porté en permanence. Quand tu apprends à voir le simple, tu découvres que la paix a toujours été là, attendant d'être remarquée. Stratégie 8. Protège ton temps comme le trésor qu'il est. Si tu as l'impression que les jours passent trop vite, comme si tu vivais toujours en courant et pourtant sans avancer, peut-être que le problème n'est pas dans le nombre d'heures que tu as, mais dans la manière dont tu dépenses chacune d'elles. On entend souvent quelqu'un dire « je n'ai jamais de temps ». Mais en réalité, ce qui manque, ce ne sont pas des heures, mais de la clarté dans les priorités. La vie n'est pas faite de jours infinis. Chaque minute qui s'en va ne revient jamais. Voilà pourquoi la question la plus honnête que tu peux te poser est « où part mon temps ?» Si tu as le courage d'y répondre franchement, tu risques d'être surpris et peut-être même dérangé. Pense, combien de temps tu perds à résoudre des problèmes qui auraient pu être évités avec un peu plus d'organisation? Combien de minutes deviennent des heures quand tu prends ton portable juste pour jeter un œil et que tu te retrouves à défiler sans t'en rendre compte? Combien de week-ends ont été gaspillés dans des engagements qui n'ont rien ajouté de valeur à ta vie, juste pour faire plaisir ou par habitude? Imagine ta vie comme un budget d'argent. Si tu ne contrôles pas où part ton argent, il s'évapore. La différence, c'est qu'avec l'argent, il y a encore une chance d'en gagner à nouveau. Mais le temps que tu perds aujourd'hui ne reviendra pas demain. Il est parti et il ne revient pas. Sénèque, philosophe stoïcien, disait déjà « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en gaspillons beaucoup. » Et il avait entièrement raison. Le vrai problème n'est pas le manque d'heures dans la journée, mais l'excès de distractions, de choix automatiques et d'activités sans valeur qui aspirent tes meilleures énergies sans que tu t'en rendes compte. Arrête-toi et observe.
Combien de fois as-tu pris ton téléphone juste pour répondre à un message et quand tu as regardé, 40 minutes s'étaient déjà écoulées? Ou combien de fois es-tu allé au magasin pour acheter un article rapide et tu es revenu après 1 heure parce que tu t'étais perdu à regarder des choses inutiles? Ces petites fuites semblent inoffensives, mais additionnées, elles représentent un trou énorme dans ta productivité, dans tes progrès et, plus grave encore, dans ta vie. La solution commence par la conscience. Tu ne peux changer que ce que tu vois. Alors, fais une sorte d'audit de ton temps. Passe une journée entière à observer et noter comment chaque heure est utilisée. Mets tout, le temps passé sur les réseaux, à répondre aux messages, devant la télé, en trajet, en tâches ménagères. Sur le papier, la vérité saute aux yeux. Et c'est là que tu comprends que ce n'est pas un manque de temps, mais un excès de gaspillage. Voici un exercice qui peut transformer ta manière de vivre. Chaque fois que tu es sur le point de dépenser ton temps avec quelque chose, demande-toi, si je savais que je n'avais qu'un mois à vivre, est-ce que je continuerais à faire ça? Si la réponse est non, c'est un signal d'alerte. Ça ne veut pas dire supprimer toutes les petites distractions. Se reposer est aussi essentiel, mais réduire ou enlever ce qui n'apporte rien. Beaucoup de gens sont fiers d'être toujours occupés. Mais être occupé n'est pas être productif. Être occupé peut être simplement courir sur un tapis roulant. Tu consommes ton énergie, mais tu restes au même endroit. Être productif, ce n'est pas remplir tes journées de tâches, mais remplir ta vie de ce qui a vraiment du sens. Regarde ta semaine. Combien d'engagements as-tu accepté juste pour ne pas dire non? Combien d'heures auraient pu être évitées si tu avais eu plus de courage pour prioriser? Imagine ta vie si la moitié de ces obligations disparaissaient. Tu aurais plus de temps pour apprendre quelque chose de nouveau, pour te reposer vraiment, pour investir dans tes rêves. Une bonne façon de commencer est de créer des blocs de temps. Imagine que ta journée est comme un agenda plein de rendez-vous. Réserve maintenant des moments fixes pour ce qui compte vraiment. Étudier, prendre soin de ta santé, travailler sur tes projets, être avec ceux que tu aimes. Ces blocs doivent être traités comme des rendez-vous impossibles à annuler. Tout comme tu ne manques pas une visite médicale, tu ne dois pas manquer le rendez-vous que tu as pris avec toi-même. Une autre habitude, simple et puissante, à la fin de chaque journée, garde 15 minutes pour revoir comment tu as utilisé ton temps. Écris 3 choses qui ont valu la peine et 3 qui ont été une perte. Peu à peu, tu verras des modèles. Tu verras quelles activités volent ton énergie sans rien donner et tu apprendras à les couper ou à les réduire. Et rappelle-toi que se reposer fait aussi partie du chemin. L'erreur n'est pas de s'arrêter, mais de passer des heures dans des distractions qui ne t'apportent rien. Le vrai repos te recharge. La distraction inutile ne fait que te voler. Le temps est le bien le plus précieux que tu possèdes. Si tu ne le protèges pas, le monde se charge de le remplir avec de fausses urgences, des distractions sans fin et des choses qui n'ont aucune valeur pour toi. Sénèque nous rappelle encore, il faut cesser de vivre comme si nous attendions que la vie commence. Le temps n'est pas demain, le temps est maintenant. Chaque heure que tu utilises avec conscience est une brique posée dans la construction de la vie que tu veux. Chaque heure gaspillée est une partie de toi qui ne revient plus. Voilà pourquoi la pratique d'aujourd'hui est claire. Choisis d'éliminer ou de réduire au moins 3 activités qui n'apportent rien de vrai à ta vie. Crée de l'espace pour ce qui construit ton futur, qui te renforce, qui donne du sens. Et si tu veux renforcer cet engagement, écris en commentaire. Aujourd'hui, je choisis de protéger mon temps. Cette phrase est plus qu'un mot, c'est une décision. C'est assumer que tu ne laisseras plus les minutes filer entre tes doigts sans t'en rendre compte. Parce que le temps est la seule richesse que personne ne peut accumuler. Il passe pour tous, de la même façon, chaque jour. La différence est que certains laissent filer, pendant que d'autres utilisent chaque heure pour créer une vie qui vaut la peine d'être vécue. Stratégie 9. Relève le défi qui peut transformer ta vie. Peut-être as-tu commencé cette année plein d'énergie, avec des idées à la tête, des objectifs notés sur du papier, excité par le goût du nouveau départ. Pendant quelques jours ou semaines, il semblait que cette fois, les choses allaient avancer. Mais comme toujours, la vie est arrivée au milieu.
Des problèmes sont apparus sans prévenir, la fatigue s'est accumulée, de nouvelles obligations sont tombées, et quand tu t'en es rendu compte, tu étais bloqué, avec l'impression que tout s'écroulait. Mais voici une vérité que les stoïciens diraient d'une voix ferme, l'année n'est pas finie, et tu as toujours le pouvoir de changer le jeu. Peu importe si janvier est passé, si mars t'a renversé, ou si septembre a aspiré ton énergie. Ce n'est pas le calendrier qui décide de ton changement, mais ta décision de recommencer maintenant. Marc Aurèle a écrit quelque chose de simple mais puissant. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends ça et tu trouveras de la force. Voilà une des plus grandes leçons. Tu ne peux pas contrôler ce qui est déjà arrivé, tu ne peux pas effacer les erreurs du passé, mais tu peux décider de ce que tu vas choisir à partir de maintenant. C'est là que se trouve le défi. Te relever, enlever la poussière du corps et de l'âme et reprendre ta marche. Ce qui compte vraiment, ce ne sont pas les échecs des derniers mois, mais la décision que tu prends aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'attendre une révolution immédiate, mais d'assumer que chaque nouveau pas est déjà un nouveau départ. Remettre ta vie sur les rails ne se fait pas avec un seul grand geste. Ce n'est pas un coup de magie, ni un saut énorme. C'est le résultat de petits choix, répétés jour après jour. Ce sont les attitudes silencieuses qui, additionnées, construisent un grand changement. Quand tu choisis de sortir du lit tôt même sans envie, quand tu décides de garder le focus au lieu de te perdre en distraction, quand tu choisis de répondre avec douceur, même dans des journées où tout semble contre toi, tu renforces quelque chose qu'aucun échec ne peut détruire, ta détermination. Les stoïciens n'attendaient jamais des conditions idéales pour agir. Ils savaient qu'attendre le bon moment n'est qu'une excuse masquée. Le bon moment sera toujours maintenant, parce que c'est seulement maintenant que tu peux faire quelque chose. Hier est déjà parti, demain n'existe pas encore. Ce qui existe, c'est aujourd'hui. Si tu restes à attendre que la vie te pousse, rien ne changera. Tu dois être l'élan, tu dois être le mouvement qui déclenche la transformation. Et oui, se relever après une chute demande de la force. Mais plus que de la force physique, ça demande une décision. Personne ne peut se lever à ta place. Personne ne peut faire ce travail pour toi. Il faut du courage pour affronter l'inconfort, pour supporter le poids au début, pour avancer même quand tu sais que ce ne sera pas facile. Parce que la vraie force ne naît pas dans le confort. Elle est forgée dans le feu de la persistance. Pense à quelque chose de simple de la nature, l'huître. Une huître jamais blessée ne produit pas de perles. C'est justement l'irritation, l'inconfort et le processus de défense qui transforment un petit grain de sable en quelque chose de précieux. La vie est pareille. Les perles que tu portes en toi, ta résilience, ta force, ta sagesse, naissent de la douleur, mais prennent forme dans ta manière d'y réagir. Le courage n'est pas vivre sans peur. Le courage, c'est regarder la peur et avancer quand même. C'est agir, malgré le nœud dans le ventre. C'est continuer à marcher, même quand ton esprit crie d'abandonner. C'est précisément là que le stoïcisme cesse d'être seulement une idée et devient une pratique vivante. Tu n'agis pas parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire. Et voici un point important. Le défi n'a pas besoin d'être grandiose, pas besoin d'ouvrir une entreprise demain, de courir un marathon ou de changer de pays. Ça peut commencer petit. Ça peut être enfin prendre ce rendez-vous que tu repousses depuis des mois. Ça peut être étudier 30 minutes, quelque chose qui peut améliorer ta vie pro. Ça peut être parler avec quelqu'un avec qui tu dois régler une situation. La taille de l'action ne compte pas. Ce qui compte, c'est décider et faire. La pratique d'aujourd'hui est simple et directe. Accepte le défi de l'action. Choisis une chose que tu repousses depuis longtemps, peu importe grande ou petite, et fais-la aujourd'hui. Ne laisse pas pour lundi, ne laisse pas pour le mois prochain. Si le résultat ne vient pas tout de suite, ce n'est pas grave. L'important, c'est qu'en faisant ce pas, tu montres à toi-même que tu es encore aux commandes. Tu n'as pas besoin d'attendre que tout soit parfait, pas besoin d'attendre que la vie devienne plus douce ou que le monde conspire pour toi. Le changement commence dans ta décision de te lever, d'agir et de persister. Si tu veux renforcer ce choix,
Écris en commentaire. Aujourd'hui, j'accepte le défi de changer ma vie. Cette phrase n'est pas juste un mot. C'est un rappel que, malgré les difficultés, tu as décidé d'agir. Et quand tu décides d'agir, tu décides de vivre avec plus de conscience, plus de force et plus de clarté. Parce qu'au fond, la vie ne change pas quand tout autour s'améliore. Elle change quand tu décides d'être le mouvement. Arriver jusqu'ici n'a pas été seulement suivre un ensemble d'idées, mais marcher aux côtés d'une philosophie qui a traversé les siècles et reste actuelle comme au temps des grands stoïciens. Chacune des 9 stratégies que tu as lues est au fond une invitation à vivre de manière plus consciente, plus forte et plus libre. Ce n'est pas mémoriser de belles phrases, mais transformer la vie en pratique quotidienne. Quand on parle de décider d'être libre, ce qui est en jeu ne sont pas seulement des dépendances visibles comme l'alcool ou la cigarette. On parle de tout ce qui vole ton autonomie sans que tu le remarques. Le besoin constant d'approbation, l'habitude de vérifier les notifications chaque minute, la manie de se comparer aux autres. La liberté ne naît pas quand tu possèdes tout, mais quand tu apprends à ne rien servir d'esclave. Être maître de soi est le premier pas de tout vrai changement. Ensuite, nous avons réfléchi à ne pas laisser l'énergie bloquer. L'accumulation d'objets, de souvenirs, de relations vides est un poids silencieux plus lourd qu'on imagine. Des espaces encombrés reflètent des esprits chargés. Le simple geste de créer de la place, dans le placard, dans l'agenda ou dans le cœur, rend la légèreté et ouvre de la place pour du nouveau. La vie ne demande pas que tu aies beaucoup, mais que tu utilises bien ce qui a vraiment du sens. Puis nous avons plongé dans la force d'apprendre à pardonner. Garder de la rancune, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre souffre. C'est s'attacher à des chaînes invisibles qui ne font que te serrer. Le pardon n'est pas excuser les fautes, mais se libérer. Quand tu lâches la rancune, tu récupères de l'espace intérieur pour marcher plus léger. Et même si l'autre ne change pas, toi tu changes, et ça suffit. La 4e stratégie nous a montré qu'il faut être le gardien de son esprit. Nous vivons entourés de stimulation, infos lourdes, réseaux sociaux pleins de comparaisons, gens qui ne font que se plaindre. Si on ne filtre pas ce qu'on laisse entrer, on devient prisonnier d'un monde qui ne fait que jeter des déchets en nous. Mais quand on commence à choisir avec soin ce qu'on consomme, on nourrit notre esprit de clarté, d'équilibre et de sagesse. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du soin de soi. Nous avons aussi parlé de l'importance de se concentrer sur l'essentiel. Le monde crie sans arrêt, mais tout ne mérite pas une réponse. Quand on dit oui à tout, on finit par dire non à ce qui compte vraiment. L'essentiel n'est pas toujours ce qui attire le plus, mais c'est ce qui soutient ta vie, la santé, l'apprentissage, les vraies relations, les rêves qui te portent. Courir sans but, c'est juste s'user. Mais la simplicité consciente, c'est de la force. Dans la 6e stratégie, nous avons réfléchi à nettoyer la poussière mentale. Comme le corps a besoin d'une douche quotidienne, l'esprit a besoin de rituels de nettoyage. Chaque jour apporte tension, fatigue et soucis qui, s'ils ne sont pas libérés, s'accumulent. Marcher, écrire, respirer, parler ou juste se taire quelques minutes peut suffire pour balayer l'excès et rendre de la clarté au cœur. Le ménage de l'âme est aussi vital que celui du corps. Ensuite, nous avons appris à voir la vie avec légèreté à nouveau. La modernité nous enferme entre murs et écrans, nous vole le contact avec le simple. Mais il suffit de lever les yeux vers le ciel, de sentir le vent, d'écouter le chant des oiseaux ou la pluie, pour se rappeler qu'on est encore vivant. Être présent dans l'instant rend du sens et de la paix. Pas besoin d'attendre les vacances ou des lieux de rêve. La légèreté est déjà là, sous nos yeux, chaque jour. Dans la 8e stratégie, nous avons parlé d'un bien que tout le monde possède, mais que peu protège, le temps. L'argent peut revenir, mais pas le temps. Chaque minute perdue est une partie de ta vie qui ne revient jamais. Le problème n'est pas le manque d'heures, mais l'excès de gaspillage. Quand on coupe les distractions et qu'on traite chaque heure comme une ressource sacrée, on comprend qu'on peut faire plus avec moins. Le temps, c'est la vie, et la vie ne doit pas être gaspillée. Enfin, nous sommes arrivés au point le plus difficile, accepter le défi qui transforme ta vie.
Recommencer ne dépend pas du calendrier, mais de la décision. Les grandes transformations n'arrivent pas en saut, mais en petits pas, constants et fermes. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais choisir d'agir même avec la peur. Chaque épreuve est une chance de façonner une perle en toi, et chaque geste, aussi petit soit-il, est un rappel que tu restes aux commandes. Si tu regardes bien, tu verras que ces 9 stratégies se relient. L'une mène à l'autre. Tu choisis d'être libre et tu sens le besoin de faire de la place. En faisant de la place, tu apprends à pardonner. En pardonnant, tu protèges ton esprit. En protégeant l'esprit, tu arrives à te concentrer sur l'essentiel. En gardant l'essentiel, tu trouves la légèreté. En restant léger, tu donnes plus de valeur au temps. Et en comprenant la valeur du temps, tu trouves le courage de recommencer. Il n'existe pas de formule magique. Ce qui existe, ce sont des choix quotidiens. La philosophie stoïcienne n'a jamais promis d'effacer les problèmes, mais toujours d'apprendre à les affronter sans perdre la direction. Ce qui différencie celui qui avance de celui qui reste bloqué n'est pas la taille de l'obstacle, mais la manière d'y réagir. Tu peux te demander, et si j'échoue encore? La réponse est simple, oui, tu vas échouer. Tout le monde échoue. La différence, c'est que chaque chute peut devenir une marche si tu n'abandonnes pas de grimper. La vie ne demande pas la perfection, elle demande la persistance. Pense à tout ce que tu as vécu jusque-là. Combien de fois tu croyais ne pas tenir, et pourtant tu as tenu? Combien de fois tu pensais que c'était la fin, et tu as recommencé? La vérité, c'est que tu as déjà des preuves que tu peux continuer. Ce qui manque, ce n'est pas de la force, mais la décision d'utiliser la force qui est déjà en toi. En terminant ce chemin des 9 stratégies, l'appel est clair. N'attends plus, n'attends pas le nouvel an, le lundi ou la prochaine chance parfaite. Le bon moment n'existe pas. Ce qui existe, c'est maintenant. Le présent est l'endroit où la vie se passe. Si chaque personne qui a lu jusqu'ici applique une seule de ces stratégies avec sincérité, sa vie commencera déjà à changer. Imagine l'effet d'en appliquer 2, 3 ou les 9. Imagine qui tu pourrais devenir en 6 mois, 1 an, 5 ans. Pas parce que le monde a changé, mais parce que toi, tu as changé ta façon de vivre dedans. Le chemin ne sera pas sans pierre, mais rappelle-toi, c'est justement le frottement des pierres qui polit le diamant. C'est l'usure qui crée la résistance. C'est la douleur qui ouvre l'espace à la sagesse. Alors, n'aie pas peur des défis. Ils ne sont pas venus pour te détruire, mais pour montrer qui tu peux devenir. Si ce message a touché quelque chose en toi, écris en commentaire. Aujourd'hui, j'accepte le défi. Parce que la perle naît de la blessure. Et la vie dont tu rêves ne naîtra qu'après la décision d'agir. Si tu es arrivé jusqu'au bout, laisse un like, partage ce contenu et abonne-toi à la chaîne. Ta présence ici compte. Merci beaucoup d'avoir regardé.